Bonjour à tous, il est 16 heures. Nous allons démarrer doucement en attendant les derniers qui se connectent. Le module 3 du webinaire Éco-conception que Citeo vous propose. Je suis Gauthier Massip, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui pour ce module 3. Je suis ingénieur éco-conception, chef de projet chez Citeo. J'ai un parcours principalement dans l'industrie. Je travaillais dans l'industrie des produits de construction et également dans l'industrie automobile, toujours autour des questions des matériaux, éco-conception en amont et recyclage, valorisation en aval, et notamment avec les différentes REP, responsabilité élargie du producteur. Pour ceux qui ont suivi les 2 premières sessions, vous savez de quoi on parle. Voilà, donc aujourd'hui je travaille chez Citeo et j'anime ces webinaires pour essayer de vous sensibiliser à ce qu'est l'éco-conception et comment on peut concevoir un emballage éco-conçu en essayant de traiter le sujet en partant du plus large, du plus général, vous présenter Citeo, qu'est-ce que c'est l'éco-conception, et jusqu'à effectivement arriver à des exemples très concrets et des cas pratiques sur les différents matériaux. Aujourd'hui, on est au module 3, donc on commence vraiment à rentrer dans du concret et on va se focaliser sur la question des emballages en verre, en métal et en papier carton. Voilà. Et donc la semaine prochaine, je pense que c'est une session que beaucoup attendent aussi parce qu'il y a des enjeux forts. Nous traiterons des emballages en plastique plus spécifiquement. Voilà. Donc avant de commencer, les recommandations d'usage, d'activer le son de votre ordinateur. Bien sûr, alors le plus simple et le plus confortable, c'est peut-être de mettre un casque si certains en ont la possibilité. Bien sûr, ce qui est très important pour le confort de tous, c'est de désactiver vos micros. Donc, moi, j'ai la possibilité de le faire pour tout le monde, mais voilà, les nouveaux arrivants ou quelquefois il y a des micros qui s'activent, donc il faut essayer de les garder désactivés. Le mieux, c'est effectivement de poser vos questions à l'écrit. C'est Oriane aujourd'hui qui m'accompagne et qui va essayer de prendre au mieux, alors répondre au mieux à vos questions dans la mesure du possible pendant le courant de la présentation et si elles sont effectivement, si elles demandent un peu plus de détails et d'informations, elle prendra effectivement les questions par écrit et j'essaierai d'y répondre à la fin de cette session. On a 1 heure devant nous. Je vais garder effectivement le dernier quart d'heure au minimum pour pouvoir effectivement répondre à l'ensemble de vos questions ou vous demander un petit peu de temps et je vous y répondrai peut-être par écrit un peu plus tard si certaines me demandent un peu plus de réflexion. Voilà, donc pour rappel, les objectifs de ces webinaires éco-conception sont multiples. On a bien sûr la volonté de vous sensibiliser à ce qu'est l'éco-conception en tant que concept aujourd'hui dans un monde industriel effectivement en pleine mutation. Bien comprendre en quoi c'est pas une menace, c'est pas une contrainte supplémentaire, c'est avant tout une source d'opportunité. On essaye de vous donner des exemples très concrets, des cas pratiques, de manière à pouvoir voir effectivement pour vous par où commencer, quelles sont les premières étapes, quels sont les petits éléments sur lesquels vous pouvez effectivement avoir une action, les leviers intéressants. Et moi, c'est ce que je dis aussi toujours, hein, pour bien comprendre effectivement comment on peut éco-concevoir son emballage, le mieux, c'est vraiment de bien connaître derrière les filières de recyclage. Donc à la fois, effectivement, qu'est-ce qui se passe au moment de la collecte, alors d'abord du geste de tri chez l'habitant, puis de la collecte, puis du tri au niveau du centre de tri, puis après effectivement de la régénération ou du recyclage effectivement de ces matières chez un opérateur. C'est évidemment hyper important parce que si vous comprenez bien effectivement tout ce qui se passe en aval, eh ben ça va vous permettre effectivement d'activer les bons leviers en amont et comprendre effectivement qu'est-ce qui va avoir un impact et qu'est-ce qui pour le coup au contraire sera plus négligeable en termes de conséquences. Donc c'est 6 modules d'1 heure, aujourd'hui c'est le 3e module et cette session de printemps-été a lieu tous les mardis de 16h à 17h. Et donc je vous donne rendez-vous dès mardi prochain effectivement pour le module 4. Donc aujourd'hui, c'est le module 3. Donc on a vu module 1, on est resté très général sur l'éco-conception, on a présenté Citeo et on a donné quelques cas concrets effectivement d'emballage éco-conçu.
La semaine dernière, on a un petit peu plus investigué sur aujourd'hui comment fonctionne le tri sur le territoire français et comment sont recyclés aujourd'hui vos emballages, donc les différentes étapes de collecte, de tri, comme je viens de vous l'énoncer. Et donc aujourd'hui, c'est le module 3, comment concevoir un emballage recyclable avec un focus tout particulier sur les emballages en verre, en métal et en papier carton. Donc d'abord, on va voir comment ils sont recyclés. Comme je vous le disais, toujours le même cheminement. On regarde d'abord comment se passe la filière en aval et derrière, effectivement, on en déduit quels sont les bons mécanismes, les bons leviers pour faire de l'éco-conception sur ces emballages en verre, en papier carton, en aluminium ou en acier, enfin métal de manière générale. Voilà. Nous avons la semaine prochaine le module sur les plastiques que beaucoup d'entre vous attendent et ensuite on aura des modules un peu plus spécifiques, module 5 et module 6 pour le reste de ce webinaire. Donc, toujours, pour commencer, les 4 actions clés pour les emballages, pour concevoir ces emballages. Le premier, c'est la réduction. Donc, la réduction s'entend principalement sur l'allègement. Un allègement en termes de matériaux utilisés pour un même emballage et pour les mêmes besoins, c'est forcément une diminution de l'impact environnemental de votre emballage. Donc, on appelle ça ici réduire parce que c'est effectivement réduire le poids de votre emballage, mais également, ça peut être aussi dans une vision de réemploi. Aussi, en réemployant son emballage, eh bien, effectivement, on permet à celui-ci d'utiliser moins de matière, moins de ressources pour son utilisation. Ensuite, la deuxième action clé, c'est la recyclabilité. C'est un petit peu le cœur de ce sur quoi on travaille aujourd'hui, hein. Et les différents enseignements que j'essaye de vous apporter. Ensuite, on a sur le travail sur l'origine de la matière. Alors, on a une dénomination qui est là aussi un peu générale. On entend par là surtout la question de l'incorporation de matière recyclée, qui aujourd'hui fait partie des éléments de réflexion forts chez Citeo, avec des incitations qui sont mises en place pour les metteurs sur le marché. Et avec un travail de recherche et développement également à la fois avec les opérateurs et avec les metteurs sur le marché pour voir dans quelle mesure l'incorporation de matières recyclées croissantes est possible pour les emballages. Et enfin, le deuxième volet, de cette origine de la matière, c'est dans quelle mesure certains matériaux qui seraient biosourcés pourraient éventuellement avoir des impacts environnementaux ou un profil environnemental meilleur que les emballages ou les matériaux similaires qui ne seraient pas biosourcés. C'est pas forcément systématique et automatique, mais effectivement, ça fait partie des réflexions également. Et enfin, quatrième action clé, la sensibilisation des consommateurs aux gestes de tri. Toujours la même réflexion. Un emballage aura beau avoir eu énormément d'actions en termes d'éco-conception, si le consommateur ne le met pas dans son bac jaune, tout cela est quelque part réduit à néant. Donc, il y a une importance du geste de tri aujourd'hui et ça fait partie des actions clés sur lesquelles on souhaite vous sensibiliser. Donc, on va pas refaire le webinaire de la semaine dernière. Ce qui est important de se rappeler pour la partie collecte, c'est 3 étapes principales. Alors, quand je dis collecte, c'est effectivement collecte, tri, recyclage. Donc, comment sont recyclés aujourd'hui les emballages en France? C'était le point du module 2. Donc, on a 3 étapes. On a la collecte. Effectivement, la collecte, c'est à la fois le geste de tri, c'est-à-dire comment mon consommateur va comprendre effectivement que mon emballage est bien ajouté dans le bac jaune. Donc, c'est effectivement cette sensibilisation forte. Après, nous, bien sûr, on est actif sur la partie collecte en tant que telle. On accompagne les collectivités dans la logistique, les moyens techniques à mettre en œuvre pour effectivement collecter et faire des rondes et des tournées qui soient effectivement les plus efficientes possibles. Ensuite, on a la partie tri des emballages. Donc là, c'est le centre de tri qui peut être opéré par les collectivités en direct ou par des opérateurs qui sont mandatés par les collectivités. Là, on a effectivement, comme je vous l'ai précisé la semaine dernière, des différentes étapes dans le tri avec des tris balistiques, des tris optiques, des tris magnétiques qui vont permettre effectivement de massifier les différentes matières et de les orienter vers les bons flux. Voilà. Donc, le principe, c'est qu'effectivement, par exemple, on distingue un corps creux d'un corps plat. Une bouteille, par exemple, est un corps creux. Une bouteille de lessive ou un carton
un carton, par contre, pour le coup, est un corps plat, ou un papier est un corps plat. Et donc, effectivement, en fonction de la géométrie 3D de ces emballages, effectivement, eh ben, en centre de tri, on va pouvoir les orienter et les trier différemment. Et enfin, une fois que le tri est fait, que les matières sont massifiées, on arrive à l'étape de recyclage. Donc, le recyclage, c'est effectivement la transformation de cette ressource qui a été préparée par le centre de tri en une nouvelle matière qui va pouvoir être utilisée dans de nouvelles applications, qu'elles soient effectivement similaires à la première utilisation ou qu'elles soient nouvelles. Et c'est là qu'on parle de boucle fermée ou de boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on arrive à utiliser la matière dans le même produit. L'exemple du PET, par exemple, dans la bouteille, qui peut revenir effectivement dans la bouteille, ou par exemple des cartons de déménagement qui redeviennent des cartons de déménagement, où on peut avoir effectivement des matières qui sont recyclées et qui changent d'utilisation. Un shampoing en polyéthylène haute densité, donc une résine plastique bien connue, qui est recyclée, demain pourra servir en un tuyau d'évacuation d'eau pour le bâtiment, par exemple. Voilà. Donc là, on a deux utilisations différentes, deux applications différentes, et donc on est sur une boucle fermée. Il n'y a aucun degré de valeur par rapport à ces types de boucles. Voilà donc sur les trois étapes qu'on a bien décrites la semaine dernière. Les sorties en centre de tri, là encore c'est un rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. On a en sortie de centre de tri massifié et bien trié, avec des qualités de matière et de tri de la matière qui sont effectivement assez hautes, parce que nous on est exigeant par rapport à ce qu'on demande au centre de tri pour que derrière la matière effectivement ait le maximum de chances d'être recyclée. On a donc un tri PET clair, donc là c'est ce que je vous disais, hein, la fameuse boucle fermée de la bouteille en plastique. Un flux de PET foncé, donc là c'est toutes les bouteilles en PET, mais dont la couleur, la teinte va au-delà du bleu Kézak. C'est souvent la référence qu'on prend. Aussi clair ou plus clair entre guillemets ou plus translucide que le bleu Kézak, c'est ce qu'on appelle le PET clair. Et dès qu'on a effectivement plus de teinte, plus de couleur que ce bleu clair de la Kézak, on considère que c'est un PET qui est coloré. Et le PET coloré aura d'autres applications que par rapport au PET clair. Ensuite, on a le polypropylène et le polyéthylène, PEPP. Vous m'entendrez parler plutôt en termes d'acronyme. Donc là, c'est effectivement plutôt les corps creux, parce que c'était effectivement les consignes de tri qui sont encore appliquées pour certains d'entre vous. C'était effectivement pour le plastique uniquement bouteilles et flacons. Donc là, on retrouvait effectivement ce type de flaconnage en sortie de centre de tri. Et on a bien sûr les autres flux plus classiques, entre guillemets, où on retrouve les cartons, les journaux, les briques, qui font partie d'un flux bien spécifique, l'aluminium, l'acier, et on a hors centre de tri, hein, parce qu'effectivement on a des moyens de collecte qui sont dédiés, le verre, qui fait partie effectivement de ces flux à trier et valoriser. Donc voilà, concentrons-nous. Oui, ça ne dérange pas, j'aurais l'information aussi. Pour l'instant, il n'y a pas une fiche, je peux pas. L'emballage en carton, papier et les briques. Alors, peut-être très rapidement, hein, on retrouve ces emballages en carton, papier carton, dans différentes applications. Les briques, c'est bien connu. On a la brique Tetra Pak qui est effectivement très connue. On a les cartons de céréales, par exemple, qui constituent un exemple d'emballage en carton bien connu. Voilà aujourd'hui ce que je vais essayer de vous décrire sur effectivement toute la filière de recyclage de ces matériaux. Donc, reprenons le cycle de ce matériau et de son recyclage. Donc, on part bien sûr de la distribution de la consommation, et donc on arrive à la première étape clé, qui est effectivement le geste de tri. Donc, le tri de l'habitant, s'il est bien réalisé, il va nous permettre effectivement de récupérer cette matière dans les camions de collecte de votre bac jaune. Une fois qu'effectivement il arrive en centre de tri, on a tout un tas de tri mécaniques ou pour certains encore manuels, qui vont permettre effectivement d'isoler les différentes qualités de papier carton qu'on va pouvoir isoler. Il n'y a pas forcément un seul flux qui est fait. Il peut y avoir des flux en fonction des qualités effectivement du papier carton, en fonction des couleurs également qui peuvent être faits, en fonction des débouchés qu'aura le centre de tri et de la demande qu'il peut avoir. Donc on arrive
une fois qu'on a effectivement bien massifié ces différents standards de qualité de papier carton, on en fait des balles, ce qui va permettre effectivement de faciliter la logistique et le transport de ces matériaux, et on les amène dans des papeteries, qui sont effectivement des sites spécialisés pour notamment le recyclage aussi des balles qui ont été préparées par le centre de tri. Et donc, on arrive dans une phase de pulpage, c'est-à-dire qu'en fait, les balles de papier carton vont être mises dans un bain qui va permettre effectivement de détacher les fibres cellulosiques, c'est-à-dire vraiment la matière première du papier carton, de tous les autres éléments qui constituent effectivement ou qui sont encore effectivement dans ce flux de papier carton. On peut retrouver par exemple des agrafes, on peut retrouver certaines fenêtres plastiques. Pour le cas effectivement des briques Tetra Pak, on va avoir aussi des éléments autres que le papier carton qui vont se retrouver dans le pulpeur, qui sont la couche de polyéthylène et d'aluminium qu'on retrouve dans la brique et qui, pour le coup, va être récupérée et mise au refus. Voilà, donc le but de ce pulpage, c'est un pulpeur, le nom de cette machine, c'est ce grand bain effectivement avec quand vous visitez une usine de papier de recyclage de papier carton, il y a vraiment cette odeur bien spécifique. Et donc le but effectivement est d'éliminer les indésirables. Et il y a aussi une opération qui peut être faite à ce moment-là de désancrage, c'est-à-dire qu'on va essayer de éliminer au maximum les encres qu'on peut éliminer à ce moment-là, euh, et qui vont effectivement permettre au carton d'avoir une teinte plus uniforme. Et une fois effectivement que cette matière est extraite du pulpeur, donc on va vraiment essayer d'extraire la matière la plus sèche possible, et ensuite effectivement cette matière-là va partir dans une cartonnerie qui va effectivement à partir de cette matière refabriquer de la matière première sous forme de bobines qui derrière vont pouvoir servir à fabriquer et concevoir des produits. Alors très rapidement, hein, j'ai vu qu'il y avait une première question là sur la question de des matériaux qui sont effectivement éliminés lors de cette phase de pulpage qui ne sont pas du papier carton. La majorité d'entre eux sont non recyclés. Le cas de la brique est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous le disais, les briques font aujourd'hui un flux spécifique, c'est-à-dire qu'on n'oriente pas les briques chez les mêmes pulpeurs que les papiers carton classiques, parce que effectivement, dans le cas des briques, on va récupérer la fraction cellulosique, donc la fraction papier carton, et le reste, c'est-à-dire ce complexe, c'est-à-dire cet assemblage entre une couche de polyéthylène et une couche d'aluminium, va être mis de côté et on va essayer de le valoriser. Aujourd'hui, les débouchés pour ce matériau-là sont aujourd'hui très faibles. On a aujourd'hui certains bons publics ou certains piquets de vigne qui peuvent effectivement offrir un débouché à cette matière, mais voilà, c'est ce qu'on appelle les complexes, c'est-à-dire qu'on on a un peu de carton, un peu d'aluminium, un peu de plastique, un peu d'aluminium. C'est difficile de retrouver la matière initiale, et donc c'est difficile de trouver un débouché, une application à ce type de matériau. Donc le but étant de maximiser le rendement au moment de la récupération du papier carton, et derrière, effectivement, d'essayer de trouver un débouché aux matériaux restants. Alors, pour les petits matériaux, les agrafes, etc., il y a très peu de récupération. Dès qu'on a effectivement un flux spécifique comme la brique, on essaye de trouver des valorisations pour les matériaux restants. Aujourd'hui, effectivement, on a une partie de ce qu'on appelle polyéthylène aluminium, ça fait polyal, cette contraction. Le polyal, aujourd'hui, une partie trouve une application, certains débouchés, mais pas la totalité. Voilà pour la partie papier carton pour bien comprendre aujourd'hui comment ça se passe. Alors, petit quiz pour aussi comprendre quelles peuvent être les perturbations du recyclage des papiers cartons. Vous avez ici 4 exemples assez classiques de produits en carton. Quels sont ceux, d'après vous, qui peuvent présenter des perturbations au moment du recyclage? Je vous laisse quelques répondre, éventuellement sur le chat. Je vous laisse voir si... alors, boîte à pizza, je vois qu'il y en a qui répondent boîte à pizza. La fenêtre, effectivement, plastique, certains, effectivement, se concentrent plutôt sur cette réponse-là. Le bouchon de la brique aussi. Alors, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse.
Pour ce qui est briques et carton avec fenêtre plastique, comme je vous le disais, alors déjà la brique, le bouchon, et c'est vrai aussi pour les bouteilles, on en parlera la semaine prochaine, il vaut mieux le laisser sur la brique ou sur la bouteille et donner la possibilité au recycleur, au moment où il le récupère, de massifier ce flux de bouchon et derrière d'avoir éventuellement une débouchée pour le flux de bouchon. Donc le bouchon va pas poser un problème. Le bouchon, effectivement, il sera écarté du flux au moment du pulpage, comme le sont l'ensemble des autres éléments qui ne sont pas de la fibre cellulosique au moment du pulpage. Et potentiellement, si on a un flux de bouchon important, on va pouvoir les broyer et les revendre à des régénérateurs qui vont pouvoir en faire quelque chose. Le carton avec une fenêtre plastique, c'est un peu le même raisonnement. C'est-à-dire que si on a le matériau majoritaire, c'est-à-dire plus de 50% de cet emballage qui est effectivement fait en fibre, il y a un intérêt au moment du pulpage d'aller récupérer effectivement ces fibres cellulosiques. Et malheureusement, la fenêtre plastique, elle, on va pouvoir la récupérer parce qu'elle va flotter et on va pouvoir l'éliminer, elle partira en refus. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est qu'on va pouvoir effectivement bien recycler la fraction papier-carton de ces deux emballages. Parce que effectivement, on considère que le matériau majoritaire est bien du papier-carton. Donc, il y a un intérêt à aller effectivement chercher ces éléments-là. Pour les deux autres emballages, que ça soit la boîte de céréales ou la boîte de pizza, il n'y a aucun souci. Je répète, parce qu'effectivement, c'est malheureusement des choses qui sont quelquefois ancrées effectivement dans la tête de certains. Une boîte à pizza avec des traces un peu d'huile ou de gras au fond ne pose aucun souci au moment du recyclage. Aucun souci. Il faut vraiment que ce geste de tri soit bien ancré dans le geste, enfin, dans les habitudes des consommateurs et qu'on enlève effectivement ce côté oui, c'est souillé, donc du coup, je ne peux pas le mettre dans le bac jaune. Dans la majorité des étapes de recyclage, il y a un lavage qui est fait. Donc de toute manière, votre produit, qu'il soit souillé ou non, devra passer par une étape de lavage et donc il vaut mieux laisser aux professionnels de la filière la possibilité effectivement de faire le choix si oui ou non l'emballage est recyclable et s'ils peuvent en faire quelque chose plutôt que vous, dans le doute, s'abstenir et malheureusement passer à côté d'une matière qui pourrait être effectivement valorisée. Donc voilà, pour répéter, pour résumer, excusez-moi, sur la partie papier-carton, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter les cartons armés. Donc ce qu'on appelle les cartons armés, c'est souvent les cartons qui sont renforcés, dans lesquels on va retrouver des fibres, qui sont souvent des fibres de résine plastique et qui vont perturber en fait la récupération des fibres cellulosiques parce qu'elles sont vraiment complètement rentrer dans la matrice du carton et donc c'est plus problématique. On évite également les emballages papier carton avec moins de 50% de fibres parce qu'effectivement dès lors qu'on n'a pas, c'est pas le matériau majoritaire, on considère que le tri et le recyclage est moins efficace et potentiellement avec un rendement qui est du coup moins intéressant. Il faut éviter tout ce qui est colle fragmentable ou insoluble dans l'eau. Il faut vraiment, sur les colles, effectivement, faire attention aux colles qu'on utilise dans le cas des papiers cartons, de manière à s'assurer qu'elles sont bien compatibles avec la filière de recyclage. Et aussi, pour toutes les papiers cartons, effectivement, pour les emballages ménagers, il faut éviter, voire s'interdire complètement, les encres à base d'huile minérale, qui sont encore utilisées dans certaines catégories de produits qui sont imprimés. Mais si on peut au maximum les éviter dans les emballages ménagers, ça permet effectivement d'éviter une pollution du flux et des restrictions en termes d'utilisation justement sur le papier recyclé. Voilà. Alors à privilégier, vous le voyez, l'augmentation, donc faire en sorte que le matériau majoritaire soit effectivement du papier carton et que cette part majoritaire soit la plus proche possible de 100%. Voilà. Comment je peux le dire simplement. Limiter la quantité d'encre, de colle et de métaux lourds. Donc là, évidemment. Et si on doit mettre des colles, s'assurer qu'elles sont effectivement bien compatibles par rapport au processus de recyclage. Et travailler effectivement avec des encres sans huile minérale. Donc pour vous aider dans l'éco-conception effectivement de vos emballages en papier carton, nous avons deux outils à disposition.
Nous avons l'outil tri qui effectivement vous permet, donc c'est tri, c'est un test de la recyclabilité des emballages qui va vous permettre effectivement de manière assez intuitive de savoir si votre emballage contient un élément perturbateur du recyclage ou si effectivement il va pouvoir être recyclé à 100%. Et je vous renvoie également sur le guide de référence sur la recyclabilité des emballages papier carton, qui est un guide qui a été rédigé en partenariat avec Eco-Emballage à l'époque, hein, l'ancien nom de Citeo, mais qui est toujours d'actualité et qui vous permet effectivement d'avoir de manière un peu plus détaillée par rapport aux éléments que je balaye aujourd'hui lors de cette présentation, de manière un peu plus détaillée, l'ensemble des points sur lesquels il faut être attentif lors de la conception de votre emballage en papier carton si vous voulez porter une attention particulière à sa recyclabilité. Alors, sur les huiles minérales, je vais aborder très rapidement le sujet, sachant qu'il y a aujourd'hui une fiche réflexe à disposition, c'est-à-dire des fiches synthèse qui vous permettent de bien comprendre le sujet et de comprendre effectivement les raisons pour lesquelles il ne faut pas utiliser l'huile minérale dans le cadre de l'impression de vos papiers cartons. Donc l'huile minérale, aujourd'hui, c'est une substance sur laquelle il est important d'agir dans le schéma d'économie circulaire. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter au maximum qu'elle puisse se retrouver dans des applications dans lesquelles elle n'avait pas besoin d'être ou il ne fallait pas qu'elle soit. Malheureusement, vous comprenez bien que s'il y a une encre en huile minérale qui se retrouve dans le pulpeur, eh ben, les substances qui la composent vont potentiellement se retrouver, même sous forme de traces, dans la matière qu'on va récupérer. Donc, une huile minérale qu'on met dans le pulpeur va polluer l'ensemble du flux. Donc, notre but étant de limiter au maximum cette perturbation et cette pollution potentielle, eh ben, on évite au maximum d'en mettre du coup sur nos produits. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'alternatives qui existent et je vous invite effectivement à lire soit le guide rédigé par le CEREC et Citeo, soit effectivement cette fiche réflexe pour bien comprendre quelles sont les actions que vous pouvez mener pour éviter d'utiliser de l'huile minérale. Et donc là, c'est un schéma qui vous permet de mieux comprendre en quoi les huiles minérales peuvent effectivement se retrouver très facilement dans les différentes boucles au moment de la collecte et du tri. Parce que effectivement, on collecte ensemble les magazines, les journaux, les papiers cartons. Et donc, effectivement, l'ensemble de ces flux va se retrouver ensemble au niveau du papetier et au niveau du pulpeur. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il peut y avoir des circulations d'huile minérale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. C'est un sujet qui est un peu technique. Je vous invite, si jamais ça vous intéresse et que vous vous sentez concerné, je vous invite effectivement à soit déjà prendre connaissance des différents documents auxquels j'ai fait référence et revenir vers nous si vous avez des questions plus spécifiques. Alors, passons maintenant aux emballages en verre. Les emballages en verre, donc là, vous connaissez tous l'îlot de tri bien spécifique qui vous permet effectivement de recycler votre verre, en tout cas de le déposer dans un point d'apport collectif, soit dans un centre-ville, soit effectivement un peu disséminé partout sur le territoire français. Certains d'entre vous, notamment dans les agglomérations un peu plus denses, peuvent avoir aussi un conteneur spécifique qui va avec le bac jaune et le bac vert. Donc voilà. C'est un schéma de recyclage un peu particulier, même si, encore une fois, il rentre dans le dispositif de la REP emballage ménager, mais c'est un schéma de collecte et de recyclage qui est un peu spécifique parce que le verre ne passe pas par le centre de tri. Le verre a un schéma de logistique bien particulier avec des camions spécifiques qui viennent récupérer dans les points d'apport volontaires ou les bacs blancs de recyclage. Donc ensuite, ce verre est amené dans un centre de tri spécifique pour le verre qui va effectivement broyer ce verre, fabriquer du calcin. Le calcin, c'est quoi? C'est un broyat de verre qui est nettoyé, qui peut potentiellement être déjà trié avec les couleurs également. C'est pas forcément toujours le cas, mais il peut y avoir des exemples où le verre est déjà trié sous forme de couleur. Et là, on va utiliser du tri optique, du magnétisme, des machines à courant de Foucault. Je vous expliquerai après exactement ce que c'est. Le but étant de supprimer et d'écarter du flux l'ensemble des éléments étrangers au verre qui se situent encore dans ce flux de verre qu'on a ramassé. Donc vous pouvez très bien imaginer, par exemple sur une bouteille de vin, on a des capsules de surbouchage qui sont quelquefois en aluminium. On peut retrouver
Également, dans le cas de bocaux en verre, le bouchon qui est resté effectivement sur le bocal en verre, qu'on va là aussi récupérer, etc., etc. Donc là, pour toute la partie effectivement métallique, acier, là, un simple magnétisme suffit. Pour la partie aluminium, les machines à courant de Foucault. Et après, on a le tri optique qui va nous permettre effectivement d'écarter tout ce qui est céramique et autres éléments infusibles qui pourraient potentiellement poser un souci derrière au moment de la refonte du verre pour fabriquer des nouveaux produits. Et donc là, c'est ce qu'on voit, l'étape numéro 4. Le calcin, souvent d'ailleurs, c'est dans un même site industriel parce que ça, c'est de la matière qui est lourde. Donc, pour éviter effectivement trop de transport de matière, souvent le centre de tri et d'affinage du verre et de préparation du calcin est souvent combiné à une usine verrière. Et donc là, on va refondre le calcin, économiser beaucoup d'énergie, c'est quand même important de le dire, par rapport à du verre vierge, entre guillemets, verre de première fusion, et fabriquer de nouveaux emballages. Et en fonction du tri de couleurs qu'on a fait, soit on aura un emballage avec une couleur un peu sombre, qui est finalement l'assemblage de l'ensemble des couleurs qu'on aura pu connecter, soit on a fait un tri de couleurs, et ce qui nous permet effectivement de retrouver des teintes qui peuvent être plus particulières. Voilà. Et ensuite, on réembouteille, et voilà, on arrive sur des nouveaux produits finis. Alors, quels emballages en verre peuvent perturber le recyclage du verre? Donc là, vous avez 4 exemples bien spécifiques. Il y a certains que je vous ai déjà mentionnés et d'autres pour lesquels, effectivement, je vous demande de participer. Donc là, on a un verre sombre en numéro 1, une bouteille avec un bouchon en métal en numéro 2, une bouteille avec un bouchon en céramique en numéro 3 et une bouteille avec une étiquette en plastique. Alors, je vois que beaucoup d'entre vous, effectivement, répondent la réponse 3. C'est vrai. C'est vrai, c'est la réponse 3 qui est effectivement la plus évidente. Pourquoi? Parce qu'on a ce bouchon en céramique. La céramique, c'est un infusible, c'est-à-dire qu'au moment où on va refondre le calcin, eh ben, malheureusement, la céramique ne va pas fondre et va potentiellement derrière beaucoup abîmer les fours verriers. Parce que ça va se retrouver comme étant un élément étranger et qui va venir se coincer dans le four verrier et casser tout la machine industrielle. Donc c'est quand même à proscrire vraiment. Et on a aujourd'hui des malus forts, c'est-à-dire qu'on incite économiquement les metteurs sur le marché à ne plus utiliser ce type de solution. On a également un problème avec le verre sombre. Le verre sombre, là où ça pose un problème, c'est qui peut potentiellement être identifié comme un corps étranger au moment du tri optique. Parce que qu'est-ce qui nous permet d'identifier du verre? C'est l'infrarouge qui passe à travers. Si le verre est trop sombre, l'infrarouge va être renvoyé ou en partie renvoyé. Et là, on va du coup considérer que ce verre sombre n'est pas du verre et il sera envoyé en refus. Donc en fait, on va pas perturber le recyclage, mais on va perdre cette fraction de verre. Donc il faut éviter les verres trop sombres. Et enfin, les 2 solutions que vous avez sur la droite ne posent aucun souci. La bouteille avec bouchon en métal, le bouchon en métal sera récupéré par magnétisme au moment du tri. Et la bouteille avec étiquette plastique, si la colle est effectivement bien adaptée et permet de se séparer l'étiquette, on peut séparer l'étiquette de la bouteille facilement au moment du lavage, il n'y a aucun souci. Cette bouteille avec cette étiquette plastique ne pose pas de souci en termes de recyclage. Donc voilà, si on doit faire la synthèse de ce qu'il faut éviter, la céramique, la porcelaine, le grès, tout ce qu'on appelle les infusibles à éviter en association avec le verre. Alors les verres techniques, donc ce qu'on appelle les verres non sodocalciques. Alors un verre sodocalcique, c'est un verre classique. C'est votre verre de moutarde, c'est votre verre de bouteille de vin, de bocal, etc., etc. C'est les verres vraiment classiques. Les verres techniques sont les verres type cristal pour le verre à vin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent on dit quand on casse un verre, on ne le met pas dans la poubelle de recyclage du verre, on le met dans la poubelle tout venant, parce que la qualité du verre souvent des verres à vin notamment et des verres de maison est un peu particulière et ça ne répond pas forcément aux besoins de l'industrie du verre en termes de recyclage. On évite également, on retrouve également des verres techniques, notamment dans l'industrie de la pharmacie, souvent parce que c'est des besoins qui sont aussi bien spécifiques en termes de conditionnement des médicaments. Et donc là, on peut aussi avoir des verres qui sont non sodocalciques. Donc on évite également les verres non translucibles ou très sombres qui effectivement du coup bloquent le tri infrarouge.
et le tri optique. Et les éléments ferreux non magnétiques, comme je vous le disais, on agit par magnétisme ou par machine à courant de Foucault pour effectivement la partie aluminium. Mais par contre, tout ce qui est inox, par exemple, donc qui n'est pas magnétique et qui, pour le coup, dans les machines à courant de Foucault, va très peu réagir, et ben là, on va avoir un souci, on va avoir une grosse perturbation du flux du verre. Donc, on évite également les éléments ferreux non magnétiques. Et donc, à privilégier les verres traditionnels. Donc, ce qu'on appelle traditionnel, c'est sodo-calcique, et les cols lavables qui permettent effectivement de bien séparer l'étiquette du verre lors du recyclage. Alors, est-ce que je vois, il y a une question sur l'étain, on va la prendre pour plus tard et je la traiterai à la fin. Donc là, je vous invite également à prendre connaissance de ce projet qu'on a mené effectivement avec Heineken pour pouvoir réduire le poids de sa bouteille et surtout travailler sur les étiquettes avec une colle bien spécifique qui effectivement permet derrière d'avoir une étiquette qui tient bien, même lorsqu'il fait chaud et que la bouteille est fraîche et que du coup on a cette pellicule d'eau. L'étiquette ne bouge pas, mais par contre derrière, en termes de recyclage, c'est une colle qui est solvable, qui va permettre effectivement d'être séparée de la bouteille simplement. Alors, je finis pour le module d'aujourd'hui sur les emballages acier puis aluminium. Alors là, on retombe sur le schéma classique de la collecte et du tri dans le bac jaune. Donc vos canettes, vos boîtes de conserve, vous les mettez dans votre bac jaune, elles sont collectées. Au moment du centre de tri, donc la fraction acier, là, on va pouvoir effectivement la récupérer par magnétisme. Donc là, on a ce qu'on appelle des overbands, c'est-à-dire en fait des tapis magnétiques avec un gros aimant dedans. Et ce tapis, en fait, va venir récupérer toute la fraction acier du flux qu'on a mis sur le tapis roulant et qui passe effectivement à une vitesse assez importante. Et en fait, ce tapis roulant qui est juste au-dessus du tapis de convoyage classique va permettre effectivement d'aller récupérer l'ensemble de la fraction acier. Et on a des tris qui sont proches de 100% de ce qu'on récupère. Donc forcément, parce que le magnétisme, c'est quelque part un procédé qui est assez simple et assez pratique. Ces fractions d'acier sont effectivement toutes massifiées par paquets et elles sont ensuite envoyées en aciérie qui vont les mettre derrière dans leur convertisseur, c'est-à-dire à un moment de leur process effectivement de fonderie de l'acier, on va effectivement pouvoir récupérer cet acier de fin de vie et le rajouter dans le four de fusion de manière à effectivement le recycler dans son intégralité. Il y a effectivement une attention toute particulière qui est portée par les sidérurgistes à la qualité de cet acier qu'ils peuvent mettre effectivement dans leur convertisseur. Et en fonction des besoins derrière en termes d'alliage et d'application, on peut mettre plus ou moins effectivement d'acier, des paquets d'acier de fin de vie dans le convertisseur. Voilà. Et le but après derrière étant de faire soit des produits de fonderie, soit des nouveaux des bobines d'acier laminé pour faire des nouvelles conserves ou des nouvelles canettes par exemple. Voilà. L'aluminium, c'est quelque chose d'assez similaire. La seule différence qu'on a par rapport à l'acier, c'est que l'aluminium n'est pas magnétique. Donc là, il faut trouver un autre fonctionnement au moment du centre de tri, de manière à pouvoir effectivement isoler la fraction d'aluminium. Et là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les machines à courant de Foucault. Les machines à courant de Foucault, au lieu d'attirer la fraction aluminium, elle repousse en fait l'aluminium. C'est des phénomènes qui sont également magnétiques, mais à l'inverse comme vous le savez tous, il y a des fois où effectivement des matériaux s'attirent, et donc là effectivement c'est un pôle plus avec un pôle moins. Là, par un système un peu spécifique, je vous invite effectivement à regarder, si vous êtes intéressé, le fonctionnement exact de la machine à courant de Foucault, mais elle va en fait repousser les fractions effectivement aluminium. Les machines à courant de Foucault peuvent être réglées en fonction de la sensibilité qu'on cherche à avoir. C'est différent si on cherche à repousser un aérosol, par exemple un déodorant en aluminium, ou si on cherche à repousser un ultra léger, un ultra fin aluminium, type ce que vous avez, la feuille d'aluminium autour de votre plaquette de chocolat. Et donc là, effectivement, on travaille avec les différents metteurs sur le marché d'aluminium de manière à voir effectivement comment on peut récupérer l'ensemble de ces fractions d'aluminium, parce que l'aluminium présente un bilan environnemental du recyclage très intéressant.
Et donc, on a aujourd'hui pas suffisamment d'aluminium qui est récupéré en centre de tri. Il faut qu'on arrive à effectivement être encore plus efficace. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec les metteurs sur le marché à des dispositifs technologiques qui nous permettent d'aller récupérer une fraction encore plus importante de cet aluminium. Et après, derrière, une fois que l'aluminium est massifié, ça part dans les fours de fusion d'aluminium et qui est quelquefois effectivement mélangé avec de l'aluminium verge pour faire des nouveaux lingots ou des nouvelles billettes. C'est comme ça qu'on appelle la matière première d'aluminium, qui vont permettre de faire des nouveaux produits de fonderie, d'extrusion ou laminés. Voilà. À noter également qu'on travaille avec les fabricants de café en capsule aluminium, de manière à effectivement aller chercher cette fraction-là également. Donc là, il y a eu un investissement fort dans certains centres de tri, de manière à pouvoir, notamment sur ces petits éléments, si vous m'avez bien suivi dans le module 2, je vous faisais référence notamment à ces tris où on élimine les fractions les plus petites. Et ben là, on a mis en place des machines à courant de Foucault sur le flux de refus, c'est-à-dire ce qui tombe parce que trop petit. Et ben là, on va mettre du machine à courant de Foucault pour quand même aller capter l'aluminium qu'on a pu perdre à ce moment-là. Voilà. Et c'est notamment avec les fabricants de capsules de café qu'on travaille au déploiement de ces machines à courant de Foucault dans les centres de tri. Donc, en synthèse, pour la recyclabilité des emballages en métal et notamment aluminium et acier, on évite au maximum les éléments plastiques parce que qui dit éléments plastiques combinés avec l'aluminium ou l'acier dit de l'organique qui va beaucoup brûler au moment des fours de fusion. Et ça peut avoir des conséquences en termes de sécurité importantes au moment de la refonte de ces métaux. Et donc voilà, comme on vous disait, d'éviter au maximum des fractions, notamment organiques, plastiques, combinées avec vos métaux, on augmente au maximum la part de métal présente dans l'emballage. On essaie de ne pas le combiner avec autre chose. Et donc là, vous avez effectivement le CELA, qui est effectivement le club de l'emballage léger en aluminium et en acier. Et donc, c'est eux qui effectivement travaillent au déploiement de machines à courant de Foucault dans les centres de tri. Là encore, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'outil à disposition, notre outil tri, si vous voulez effectivement simuler vos emballages et voir effectivement s'ils sont bien recyclables. Donc nous, notre manière effectivement aussi d'orienter les metteurs sur le marché par rapport à l'éco-conception, c'est de mettre en place des malus, c'est-à-dire qu'on fait payer un peu plus cher votre éco-contribution si jamais effectivement vous ne respectez pas entre guillemets les consignes qu'on essaye de vous donner pour éviter les plus grosses perturbations au moment du recyclage. Et donc par exemple sur l'emballage en verre, on refuse effectivement d'avoir des emballages en verre qui soit avec des éléments en céramique ou en grès. Et ben là, les metteurs sur le marché qui persistent à vouloir mettre effectivement ce type de bouchon sur leurs emballages en verre, et ben ils payent un malus, des majorations par rapport à leur éco-contribution. Vous avez également les exemples sur le papier carton où on va également mettre des malus en fonction de la présence d'huile minérale ou le fait d'avoir un carton armé, comme je vous le disais, effectivement, qui est rempli de fils en plastique. Et donc, on parlera des malus également qui peuvent exister dans les emballages plastiques. Et là, pour ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous serez nombreux à suivre le module 4. Voilà, donc il est 43, parfait. Il nous reste 17 minutes pour essayer de couvrir. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Il y a Oriane qui m'a préparé plein de questions. Et je vais essayer d'y répondre de manière la plus complète possible. Alors, quel est le ratio entre ce qui part au recyclage et ce qui en ressort pour la partie briques ou papier carton? Alors c'est difficile parce que ça dépend de l'approvisionnement. Hein. Aujourd'hui, ça serait difficile pour moi de vous donner un élément. Oriane me dit que pour elle c'est près de 80%. Voilà. Alors peut-être que je peux vous donner pour la partie brique. Souvent on dit pour la brique on a 70% de papier carton et 30% du reste. Après, hors briques, c'est plus délicat de vous dire effectivement des chiffres parce qu'on va avoir une diversité de matériaux et une diversité on peut avoir des cartons, du papier journal, des magazines, et pour ça, il y a pratiquement zéro refus. Et effectivement, dans d'autres cas, on va avoir effectivement des emballages avec des fenêtres en plastique ou des erreurs de tri qui vont se retrouver et qui peuvent effectivement finir en refus au moment du pulpeur. Donc,
c'est compliqué de vous donner. La seule manière, effectivement, c'est d'isoler un emballage et de bien comprendre qu'est-ce qui est de la fibre dans cet emballage et qu'est-ce qui n'en est pas. Et donc, on peut après avoir le rendement assez facilement. Quid de la réglementation en Allemagne qui a 95% de fibres, risque que la norme évolue en France? Alors, oui, c'est des questions qu'on nous a beaucoup posées sur la question du 50% de fibres pour considérer effectivement en tant que matériau majoritaire. Et la question, c'est pas de dire oui ou non c'est recyclable. D'après ce que j'ai dans mes connaissances, c'est le CEREC, donc il y a un comité d'évaluation de la recyclabilité des emballages en carton, qui lui effectivement a plus ou moins communiqué sur ce chiffre de 50%. C'est aujourd'hui un peu le chiffre qu'on prend comme étant une référence, et effectivement on nous pose beaucoup la question de savoir si oui ou non on considérera que demain peut-être en dessous de 70%, ça sera pas accepté et on considérera que ça sera pas recyclable parce qu'on considérera que la fraction papier carton sera pas suffisamment importante. Aujourd'hui, c'est pas les informations que j'ai sur l'évolution de ce chiffre-là. Après, par contre, effectivement, peut-être que le CEREC va un peu durcir ses conditions d'éligibilité à la recyclabilité. Je sais qu'ils sont en train de revoir tout leur site internet et essayer de réviser tout leur fonctionnement. Et effectivement, il est possible que ce seuil évolue. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Les vernis posent-ils un problème dans les papiers? Alors, tout ce qui est vernis, encre, colle, tout ça, c'est le même souci. Il faut effectivement s'assurer que ils sont bien compatibles avec la filière de recyclage derrière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement éliminer ces fractions-là au moment du pulpage du matériau. Donc, il peut y avoir plusieurs réponses à cette question parce qu'il y a tout un tas de vernis différents. Et le plus simple, effectivement, est de prendre contact avec les spécialistes de cette question-là pour voir effectivement si le vernis utilisé est effectivement compatible par rapport au pulpage du papier carton en fin de vie. Pourquoi le bouchon peut-il être valorisé et pas la fenêtre dans le papier carton? Alors, le bouchon, l'avantage, c'est qu'un bouchon, notamment dans Tetra Pak, c'est l'uniformisation de l'utilisation des bouchons et notamment du matériau qui est utilisé. De la même manière que pour les bouteilles en PET, l'ensemble des embouteilleurs et ceux qui font des briques Tetra Pak peuvent se mettre d'accord sur le type de résine à utiliser pour faire des bouchons, ce qui n'est pas forcément le cas pour la fenêtre en plastique, qui est un souple en plus, donc un matériau, un film souple et qui n'a pas forcément de filière de recyclage, alors que le bouchon, qui est souvent un rigide, soit en polyéthylène, soit en polypropylène, à ma connaissance, c'est que du polypropylène, va pouvoir effectivement être récupéré plus facilement parce qu'on va pouvoir massifier ce flux qui est d'un matériau bien connu et qui est pur. Et donc derrière, ça va nous permettre effectivement de maximiser les voies de valorisation. Voilà. Alors, je continue sur les questions. Les bouchons sur l'emballage en verre posent-ils problème? Ce n'est pas mieux de le mettre dans le bac jaune. Alors, sur l'emballage en verre, si par exemple vous avez un bocal avec un bouchon en métal, rien ne vous empêche effectivement de mettre le bocal dans le bac jaune, le bocal au verre et le bouchon, le couvercle en métal dans le bac jaune. Et là, effectivement, on s'assure qu'il sera récupéré. Comme je vous le disais, même si vous mettez votre couvercle en métal dans le tri avec le verre, ça va faire du métal en plus à effectivement aller chercher pour le verrier. Ça va pas forcément faciliter son tri, mais a priori, il sera bien capté par magnétisme. Donc, oui, les bouchons. Après, les bouchons en liège, aujourd'hui, ça ne se recycle pas. Donc là, pour le coup, il faut mieux le mettre dans le tout venant. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, c'est comme ça que je la comprends. Les étiquettes sont-elles perturbatrices? Quels sont les bons choix à faire sur les étiquettes? Alors, les étiquettes, il y a différentes choses à regarder. Les encres et les colles. Et bien sûr, la place qu'elles prennent sur l'emballage. Donc voilà, il faut regarder effectivement, comme je vous le disais, si la colle pour effectivement coller l'étiquette sur l'emballage et notamment, alors on parle bien du verre là parce que pour toute la partie métal, l'étiquette ne pose aucun souci parce que derrière après on a des process thermiques et qui vont éliminer effectivement cette fraction là.
pour la partie papier-carton, l'étiquette peut potentiellement contenir une partie de fibre cellulosique, tout dépend comment elle est constituée. Et donc là, c'est effectivement plus les cols qu'il faut regarder avec la question de la solvabilité des cols. Donc, quels sont les bons choix à faire sur les étiquettes? Là, je vous invite effectivement à regarder le guide dédié sur la partie papier-carton. Et pour le verre, les étiquettes, c'est surtout s'assurer effectivement qu'au moment du lavage, elles vont pouvoir effectivement être bien décollées. L'étain pose-t-il problème dans le verre car non ferreux et non magnétique? Alors oui, non ferreux, non magnétique. Mais par contre, effectivement, l'étain présente des caractéristiques intrinsèques qui, a priori, le rendent sensible aux machines à courant de Foucault. Mais malheureusement, encore une fois, l'étain, c'est un matériau qui est très peu utilisé dans les capsules de surbouchage. C'est souvent un matériau qui est utilisé pour essayer de se démarquer et de se différencier par rapport à l'aluminium. Mais malheureusement, en faisant ça, on se retrouve avec des fractions d'étain qui sont tellement minimes dans le flux d'acier qui est récupéré des capsules de surbouchage des bouteilles, dans le flux de métal, excusez-moi. On récupère effectivement, comme je vous le disais, le flux de métal quand on trie le verre. Le métal majoritaire va être l'acier. Donc là, on va effectivement avoir des filières de recyclage et des opérateurs qui vont nous le reprendre. Après, on a l'aluminium, beaucoup de capsules de surbouchage dans l'aluminium. Là, effectivement, pareil, on va pouvoir effectivement le revaloriser, le recycler dans la filière aluminium. Mais malheureusement, les autres fractions de métal, elles sont tellement petites, elles sont tellement infimes qu'on va les perdre. Et il n'y aura pas forcément d'intérêt à les récupérer. Donc l'étain, qui est très peu utilisé aujourd'hui, notamment dans les capsules de surbouchage en verre, malheureusement n'aura pas forcément de filière de recyclage ou va se retrouver noyé entre guillemets dans la masse d'acier ou d'aluminium. Voilà. Donc ça, les films alu sont-ils recyclables? Oui, tout à fait. Les films alu, peu importe leur épaisseur, l'aluminium est parfaitement recyclable. Toute la question et tout l'enjeu est le captage de cet aluminium. L'aluminium n'est pas magnétique et l'aluminium, il faut aller récupérer avec des machines à courant de Foucault et qui ont une efficacité qui est un peu moindre que celle des aimants par rapport à la partie ferreuse. Et donc, tout l'enjeu, effectivement, c'est d'aller récupérer ces petits aluminiums. Et les films, effectivement, en plus, qui peuvent être potentiellement plus légers, plus compliqués à les capter. Et là, on travaille avec les metteurs sur le marché et les fabricants de machines à courant de Foucault de manière à voir comment on peut aller bien capter ces flux-là. Donc, mais en tout cas, oui, ils sont recyclables. Tout l'enjeu, effectivement, c'est de savoir comment on va les capter en centre de tri. Alors, les alums mélangés en multicouches avec plastique sont-ils capables d'être récupérés après captage par courant de Foucault? Alors, tout dépend de la quantité d'aluminium. Souvent, on utilise le seuil de 30%. Si on a 30% d'aluminium dans un complexe plastique, là, il va potentiellement être repoussé par la machine à courant de Foucault et on va avoir un intérêt, c'est surtout ça, à aller le récupérer et à récupérer l'aluminium par pyrolyse. La pyrolyse, c'est quoi? C'est un procédé de recyclage thermique qui va nous permettre effectivement d'éliminer les fractions dont on n'a pas besoin et de garder la fraction aluminium. Je vous la fais très courte, mais l'idée, c'est effectivement de dire certains complexes aluminisés, si la fraction aluminium est suffisamment importante, il peut y avoir un intérêt à aller récupérer cette fraction aluminium. Si par contre, il n'est pas repoussé par la machine à courant de Foucault et il part avec le flux de plastique complexe, aujourd'hui, sa seule voie de valorisation, ça sera l'incinération et la valorisation énergétique. Voilà. Le courant de Foucault fonctionne-t-il sur capsule avec du café dedans? Alors, bien sûr, l'usage de toute manière aujourd'hui, c'est quand on a utilisé sa capsule, on la met soit dans le bac jaune, soit dans des filières de recyclage spécifiques qui sont proposées par les metteurs sur le marché, mais on ne vide jamais le marc de café qu'il y a dedans. Donc, à partir de là, tout ce qui est développé pour aller récupérer ce flux d'aluminium est développé avec le fait, et on prend en compte effectivement la masse potentielle du marc de café restant dans la capsule pour s'assurer effectivement que le process est bien efficace. Et enfin, les étiquettes en plastique perturbent-elles le recyclage de l'alu acier? Non, parce que, il faut éviter d'en avoir trop, parce que c'est de la matière qu'on perd et qui malheureusement n'aura pas de voie de valorisation. Mais
comme je vous le disais, une étiquette en plastique sur un emballage en acier en alu, qu'est-ce que ça va brûler en fait au moment où on va mettre l'acier ou l'aluminium. Toute la question, c'est de savoir est-ce que c'est juste une étiquette ou est-ce que c'est une partie de mon emballage qui est en acier et une autre fraction qui est en plastique. Si par contre on a effectivement une fraction trop importante de plastique par rapport à l'acier, là par contre on a des risques de feu en fait beaucoup trop important au moment où on va mettre l'aluminium ou l'acier dans le four de fusion, parce que cette fraction organique va brûler et peuvent potentiellement générer des flammes très importantes. C'est des exemples qu'on a déjà eu chez ArcelorMittal et malheureusement il faut éviter au maximum la présence des quantités importantes de plastique dans les emballages en acier. Mais si c'est juste une étiquette, on n'en est pas là. Voilà. Je crois avoir fini avec vos questions. On a fait le tour. Il est 55. On va même se permettre de finir un tout petit peu en avance. Je vois d'accord, mais comment le centre de tri va savoir comment on emballage en papier? Alors, bien sûr que le centre de tri ne le sait pas. Évidemment, il va pas aller calculer et savoir quelle est la proportion exacte entre le plastique et le papier. Nous, c'est des consignes qu'on donne de manière à pouvoir effectivement assurer un certain rendement en termes de recyclage de cette fraction papier-carton. Mais bien entendu que personne va aller vérifier. Par contre, au moment de votre déclaration, c'est-à-dire quand vous déclarez la mise sur le marché de votre emballage chez nous, chez Citeo, eh ben vous devez rentrer effectivement les quantités de matériaux constituant votre emballage. Et si sur un emballage donné, vous précisez que vous avez moins de 50% en masse de papier carton par rapport à la fraction plastique, et ben là, effectivement, vous aurez un malus parce qu'on considérera que le matériau majoritaire étant inférieur à 50%, vous ne pouvez pas bénéficier du tarif classique pour cet emballage en papier carton parce que vous n'assurez pas un minimum de rendement au moment de la récupération de la matière sur cet emballage. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 16h, donc mardi prochain, 16h, pour le module 4. Je vois d'ailleurs qu'il y a une erreur parce que je vois qu'il y a les modules 7 et 8 qui apparaissent encore. Le module 4 sera consacré aux emballages en plastique. Et donc là, on va vraiment regarder en détail comment sont recyclées les différentes fractions de résine plastique aujourd'hui en France, dans les centres de tri. Et on va voir quels sont aujourd'hui les enseignements principaux qu'on donne, ou en tout cas les conseils qu'on donne pour essayer d'éco-concevoir son emballage et éviter les perturbations dans les différentes filières de recyclage de plastique. Et on essaiera de regarder ensemble des pistes d'éco-conception. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous êtes bien identifiés pour qu'on puisse aussi vous envoyer la présentation en PDF à la fin de la journée, voire demain matin. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.